Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, très bonne année. Soyez les bienvenus pour ce tout premier numéro des Décideurs du Net de l'année 2014. Je vous rappelle que donc Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission, qu'elle est en direct sur le site de Décideurs du Net et sur le site sur le site du Journal du Net et sur le site de Décideur TV, et que vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité. J'en viens donc à sa présentation. Après un passage chez Capgemini, entre autres, il devient PDG de NetBooster en 2005. Il est aujourd'hui coprésident de Network Finance et administrateur de plusieurs sociétés telles que Macasy Group, mais aujourd'hui c'est en sa qualité de cofondateur de Reworld Media, société qu'il a lancée en 2012 avec Gauthier Normand, qu'il vient sur notre plateau. J'ai nommé Pascal Chevalier. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je commence cette émission, comme c'est la coutume, par la question de Thierry Amar, le président de Offre Média. Toutes les semaines il sonde notre invité et cette semaine c'est vous. On regarde. Pascal Chevalier, quel est selon vous le business model le plus adapté pour une marque de presse ? C'est une question assez vaste. C'est une bonne question de Thierry, comme toujours. Je crois beaucoup, non pas à des marques presse, mais à des marques médias. C'est ça, je pense, la vraie différence. Le monde des médias évolue. Une marque, aujourd'hui, elle doit se décliner sur l'ensemble des supports. Donc une marque média, c'est une marque de presse, c'est une marque Internet, c'est une marque sur du mobile, enfin, etc. Alors, j'ai une question qui rejoint un petit peu ça. C'est vrai qu'on parle souvent de votre groupe comme un groupe de content commerce spécialisé dans l'information consommateur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est que ce concept de content commerce ? La première chose déjà, c'est de travailler autour des marques. Un groupe média, c'est un groupe qui va valoriser encore une fois des marques. Et ensuite, en fonction de la marque que vous allez véhiculer, vous allez pouvoir travailler sur du contenu, mais du contenu à forte valeur ajoutée. Je crois encore une fois beaucoup à du contenu à forte valeur ajoutée au regard, par exemple, de ce qu'on pourrait trouver dans des blogs ou des forums, surtout des forums où des fois le contenu n'est pas suffisamment de qualité. Un contenu qui soit qualifié par rubrique sur la beauté, sur la mode, etc. Dans le cadre de Reworld Media, nous sommes très sur l'univers féminin. Et donc, de faire en sorte que l'on puisse avoir à la fois du contenu qui soit du contenu pour faciliter la consommation. La consommatrice, elle aime qu'on lui parle d'un produit, mais elle aime savoir aussi où est-ce qu'on peut l'acheter. Et donc c'est là où on parle un peu de content commerce, c'est que le contenu, il est à la fois fait pour aider une consommatrice à acheter. Il n'est pas fait pour qu'on parle mieux d'une marque, mais il est fait pour aider une consommatrice à mieux acheter. D'accord, bon, on reviendra sur cette notion tout à l'heure. En 2013, vous avez débuté donc avec le rachat de Marie-France au groupe Marie-Claire. Vous avez racheté ensuite d'autres titres tels que Télémagazine, Gourmand, Papy, etc. Mais aussi les licences de Marmiton et Doctissimo Magazine. C'est la première fois qu'un acteur du numérique rachète des activités de presse traditionnelles. Vous y croyez encore, vous, à la presse traditionnelle ? Alors encore une fois, je crois beaucoup dans les marques. Regardez l'exemple de Marie-France. Tout le monde connaît la marque Marie-France. Après, peut-être que vous allez me dire, oui, ma mère lisait Marie-France, mais n'empêche que tout le monde connaît cette marque. Et il est beaucoup plus facile de rajeunir une marque que de la créer. Le véritable enjeu du groupe Reworld aujourd'hui, c'est de créer un groupe média qui soit totalement support de diffusion, mais également qui va valoriser ses marques en France et à l'international. Mais encore une fois, c'est plus facile de valoriser des marques existantes plutôt que de les créer. C'est notre pari. Concernant Marie-France, lors du rachat, la diffusion était à 175 000 exemplaires, je crois, et il cumulait une perte d'environ 1,5 million, je crois, sur l'exercice 2012. Vous étiez assigné comme objectif d'arriver à l'équilibre fin 2013. Est-ce que cet objectif a été atteint ? Deux objectifs. Il y a la partie d'audience déjà. Ça a été fait au 15 février, en fin d'année, sur Marie-France, mais sur l'ensemble du groupe. Je vous donne quelques chiffres comme ça. C'est à peu près 13 millions, on va dire, de contacts uniques par mois. Vous êtes obligé d'additionner quelque part des visiteurs uniques sur un site, des abonnés à une newsletter, des downloads d'applications mobiles et également des lecteurs sur un magazine. Donc prenez une unité qui est le contact unique, on est à peu près à 13 millions. Il y a plus de la moitié de l'audience qui vient du digital. Donc ça, c'est le premier succès. C'est-à-dire que le groupe a réussi cette transformation. Sur la partie financière, c'est également, le groupe est bénéficiaire depuis le mois de septembre. Donc ça veut dire qu'on a également réussi dans son ensemble, je ne vais pas rentrer titre ou marque par marque, activité par activité, dans son ensemble à devenir bénéficiaire. Et par exemple, Marie-France qui semblait avoir des difficultés un peu inhérentes à son business model, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour assainir la structuration de la société, pour développer le volet numérique ? Alors Marie-France est un bon exemple, mais à la rigueur, je pourrais appliquer ce même cas à l'ensemble des marques médias qui n'ont pas été suffisamment poussées dans le digital. C'est une marque qui n'avait pas de site web, donc pas de revenus fatalement, pas de programme newsletter, enfin pas d'autres projets que le papier. Donc lorsque vous avez une source, ou plutôt un pôle de production de contenu, où vous avez une seule source de revenus qui est en plus un marché en décroissance, ça va être difficile de réussir. Si vous avez une capacité de mobiliser et de monétiser une équipe éditoriale de qualité sur plusieurs supports, évidemment ça va mieux se passer, c'est ce qu'on a fait.
Et monétiser une audience web, c'est pas si difficile que ce qu'on peut croire, parce que beaucoup de médias réussissent à avoir des bons résultats d'audience, mais ont des difficultés pour monétiser ça. Ce qui est intéressant, c'est que le marché Internet va très très vite. Tout le monde se dit, mais la presse est morte. Mais moi, je vous pose une question, vous ne pensez pas aussi que la course à l'audience sur le site média, ça aussi, c'est mort? Parce qu'au final, est-ce que c'est important de faire 10 ou 15 millions de vues, etc. Si je me mets d'un point de vue lectorat, évidemment, c'est très important. Si je me mets d'un point de vue monétisation, tout le monde va vous dire, oui, mais le CPM baisse, et de toute façon, ça va se finir dans la partie ad exchange, où on ira flirter avec du 1 euro du CPM. Donc ça veut dire que si j'ai une vision purement financière, je veux dire, ce canal de monétisation lui-même est déjà mort. L'intérêt, en fait, pour un annonceur aujourd'hui, si je me mets sur la partie commerciale, c'est de dire, mais il veut utiliser tous les supports et être capable de parler à l'ensemble des personnes, mais à plusieurs moments en fonction des supports. Dans la journée sur leur mobile, le soir peut-être sur la tablette ou sur leur ordinateur, mais le week-end lorsqu'on est un peu plus à l'aise dans le magazine papier qui a une véritable importance, et la presse donc n'est pas morte. Et donc, mais quelque part, c'est un contact fort avec une marque entre un lectorat qui aime la marque, ses valeurs et son contenu, et ensuite une marque qui va être capable de parler avec son lectorat à ce jour du moins, sur les différents supports. D'accord. Alors, on a déjà beaucoup de questions d'internautes. Sonia demande quelle synergie mettez-vous en place entre presse papier et web? Bon, c'est une question un petit peu générale. Alors, les synergies, il y a deux choses. On est du point de vue éditorial. Encore une fois, et si vous prenez une rubrique, quelle qu'elle soit, autour de la beauté, de la mode, peu importe. Chaque thématique peut être déclinée sur l'ensemble des supports. Sauf que lorsque je suis dans la position du lecteur, je suis prêt à récupérer de l'information, mais généralement l'information chaude, donc des news quelque part sur mon mobile. J'ai un peu plus de temps pour lire des choses sur la version web, et notamment avec des supports différents, la vidéo. Et évidemment, j'ai beaucoup plus de temps peut-être le week-end pour lire le magazine et prendre du temps, regarder des belles photos, des belles images. Donc ça veut dire que notre mode de consommation en tant que lecteur a évolué avec la multiplicité des supports, et donc c'est à nous en tant que médias que nous adapter et de faire en sorte, je vais vous fournir une contextualisation de l'information différente en fonction de à qui je parle et sur le support. Ça, c'est la partie éditoriale. De la partie monétisation, c'est pareil. Je suis sensible à regarder quelque chose de joli et qui va me séduire sur du papier. Je veux quelque chose d'assez rapide, pointu sur le digital, et je cherche vraiment des bons plans sur le mobile. Quand on regarde en fait nos différentes audiences, qu'est-ce que les gens regardent? On se rend compte que sur le mobile, les gens ils veulent vraiment le bon plan. Je fais mes courses samedi après-midi, est-ce que vous n'avez pas un bon de réduction pour aller chez tel ou tel magasin? C'est du très concret. Et je ne vais pas passer 2 heures à lire quelque chose sur le mobile. Alors que c'est totalement à l'opposé dans un magazine. Mais là, encore une fois, on est capable de balayer toute cette chaîne. Au final, lorsque je reviens sur la monétisation, l'annonceur, ce qu'il veut, c'est être présent sur l'ensemble des supports. Sur le web, vous n'avez pas l'air d'être un fervent défenseur du display, par exemple, non? De votre discours, ce que je ressens en fait. Là aussi, il faut savoir, nous, on a une approche, on aime bien les modèles en rupture. À partir du moment où on explique que l'audience, c'est pas très important et que plutôt que de faire ce que beaucoup malheureusement de médias font, je fais la course à l'audience avec un contenu peu qualifié pour absolument passer la barre des 8 millions, 10 millions, etc. Mais au final, le modèle du CPM baisse, ça n'a aucun intérêt. Donc, vaut mieux dire, en tout cas c'est le cas sur Marie-France, chez nous, il n'y a pas de bandeau. Comme ça, on a réglé le sujet en disant on ne va pas être tenté d'aller monétiser une audience, il n'y en a pas. On ne fait que des opérations spéciales et que des choses de qualité. On a assumé. D'accord. Alors, vous parliez du mobile, hein. Justement, il y a une question de Jean qui dit « Votre stratégie mobile semble moins agressive. Pourquoi ?» Non, alors pas du tout. Elle n'est pas moins agressive, c'est juste qu'il faut un peu de temps. Je vous rappelle quand même qu'on a créé ce groupe en début d'année 2013, donc ça fait que 1 an. Et on a réussi à faire pas mal de choses. Je vous parlais d'une audience de 13 millions, mais aussi 40 millions de chiffre d'affaires, donc c'est pas mal. Et l'autre point qui est important dans notre stratégie, c'est qu'il faut aussi suivre nos modes de consommation. C'était très important de faire le web parce que c'était la première chose. C'était très important de faire le programme newsletter parce que c'est la façon vraiment de tenir et de parler assez souvent avec notre lectorat. Le mobile également. Voilà, alors le mobile, ça s'est fait il y a quelques mois maintenant et on est en train de lancer toutes nos applications mobiles. Quand vous regardez aujourd'hui notre audience globale, la force du groupe aujourd'hui, c'est nos newsletters, c'est le site web et après c'est le mobile. Après, d'un point de vue commercial, on serait tous ravis que le marché du mobile fasse quelques milliards. Aujourd'hui, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Donc il faut aussi que nous, cette fois en tant qu'entrepreneurs, eh bien, quelque part, je vais pousser mes investissements là où je vais pouvoir retrouver un ROI qui sera acceptable, on va dire. Et sur le mobile, vous évoquiez tout à l'heure les bons plans, le couponing. C'est une activité que vous allez pousser via la structure de marketing online espagnole que vous avez rachetée
il y a un peu plus d'1 an, je crois, ou pas du tout? Non, alors les applications mobiles, c'est encore une fois, on valorise des marques. Donc si je prends on va regarder sur l'exemple de Marie-France. Vous avez l'application mobile Marie-France. L'application mobile Marie-France, vous allez retrouver quelque part la patte, le ton éditorial de tout ce qu'on peut, de newsletter, du site, du magazine, etc. Et puis les bons plans, là aussi, c'est-à-dire que les bons plans qui vont être poussés, ils sont cohérents par rapport à notre stratégie, par rapport à nos annonceurs, etc. Oui, ça restera de l'édito, Voilà. fait, finalement. Sur le mobile, par contre, ce que l'on cherche pour aider le consommateur, c'est surtout du géolocalisé. Parce que ce que vous voulez quand vous promenez le samedi après-midi, vous faites des courses, vous voulez les bons plans là, à côté de là où vous êtes. Et donc là aussi, il faut jouer avec les supports qui existent. C'est de l'info géolocalisée, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent un peu ce type de business model et qui disent que voilà, il y a de plus en plus de groupes médias qui se développent avec un business model qui rend la frontière entre l'édito et le promotionnel de plus en plus floue? C'est le type par exemple de groupes comme Au Féminin ou Webedia qui ont créé leur business là-dessus et auxquels on adresse cette critique. Mais encore une fois, je pense que tout dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que si vous êtes dans une rubrique, ce qui est notre cas, la cible féminine, beauté, etc., à partir du moment où vous parlez de quelque chose à quelqu'un, pour un consommateur, c'est très important de lui dire où est-ce qu'il peut l'acheter. Après, nous, on ne va pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas notre métier. Mais à partir du moment où vous parlez à quelqu'un d'un produit intéressant, il a envie de cliquer pour acheter. C'est normal, c'est dans notre mode de consommation, ça. Donc la frontière, pour le coup, elle n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Vous devez, en tant que média, de dire ça vous plaît, bah, tiens, allez chez machin, allez à tel endroit. Et dans le cadre des box, par exemple, que vous avez lancé avec Marie-France, est-ce que vous ne pensez pas que l'indépendance, du coup, encore une fois, un petit peu moins si c'est la marque qui influe sur... Tout dépend comment vous l'aborder. Si demain vous êtes, prenons l'exemple des box ou sur les box gourmands par exemple, vous êtes là en fait en disant bah, tiens, est-ce que vous n'auriez pas envie de faire un repas à base de pâtes, je dis n'importe quoi, avec les pâtes. Et quelque part vous dites mais vous devriez goûter les pâtes avec tel parfum ou telle sauce. On est plutôt dans une logique d'information, de pédagogie, et au final je veux dire bah, tester, mais c'est tester le produit. Après, évidemment, la consommatrice, si elle aime le produit et qu'elle a envie de le racheter, oui, c'est aussi notre devoir de dire bah, c'est la marque, machin, allez à tel endroit. Voilà. Alors, Maud demande, l'e-commerce sur abonnement est plutôt entré en phase de consolidation. Les gens se sont lassés et Marie-France n'est franchement pas une marque très hype. Pourquoi sa box marcherait-elle? Alors, voilà, les marques, c'est ça qui est important. Tout au début du projet, moi j'adore prendre l'exemple de Colette. Tout le monde va dire, ah c'est un vieux prénom, mais c'est une boutique incroyable, pour ceux qui connaissent la boutique sur Paris. Eh bien Marie-France, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en un an, je pense qu'il y a un travail formidable de gens qui disaient, mais cette marque, c'est incroyable, c'est vraiment une vieille marque, à aujourd'hui des gens qui disent, ah c'est pas mal ce que vous faites sur le mobile newsletter. Et donc, et c'est ça. Alors on en reparlera en fin 2014, mais je trouve que le travail qui a été fait par les équipes en un an est génial. C'est vraiment un relifting finalement au niveau éditorial, au niveau commercial. Et encore une fois, on revient au concept initial qui était de dire mais c'est beaucoup plus facile de rajeunir une marque plutôt que de la créer. Pour la deuxième partie de la question, le modèle en fait de l'e-commerce en abonnement, c'est le sujet de l'e-commerce au sens large et comment est-ce qu'un groupe média peut exister dans l'e-commerce. On n'est pas des e-commerçants, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la logistique, etc. Par contre, je pense que la frontière entre je vous parle d'un produit, cliquez là, vous pouvez l'acheter, c'est important. Je pense que les groupes médias, on se doit d'être des marketplaces tout au moins. C'est d'être capable de continuer lorsqu'on parle d'une information jusqu'à l'acte d'achat. On n'opère pas l'acte d'achat, mais on donne la direction où aller. Au même titre que quand sur mobile, je vous dis vous avez un bon plan à tel endroit, n'importe quelle application de géolocalisation, vous cliquez, vous avez une carte et je vous dis deuxième à droite, première à gauche, c'est-à-dire que je vais au bout de mon information, ce qui est normal. Jacques demande quelle marque... Pardon. Une question. Est-ce que vous pouvez nous donner du coup en termes de chiffres en revanche où est-ce que vous en êtes sur les box sur abonnement tant qu'on y est en fait? Je n'ai pas le détail là précis parce que ça a été lancé il y a quelques mois, mais je pense que le sujet, quand vous regardez en fait le sujet du e-commerce au sens large, donc si je prends que sur la France, c'est plus de 45 milliards, voilà, là il y a des choses à faire. Maintenant encore une fois, les groupes médias, on n'a pas à être des e-commerçants au sens logisticien, etc. On doit rester dans notre côté qui est plutôt marketplace. Je pousse vers d'autres. Donc Jacques demande, quelle marque de votre groupe tire Reworld Media, lesquelles sont à la traîne? Bon, personne n'est à la traîne parce qu'encore une fois, les marques elles viennent d'arriver, etc. tout au début. Donc évidemment, Marie-France aujourd'hui c'est un bel exemple parce que c'était la première. Maintenant, on est très content de la marque Gourmand parce que c'est une marque très forte, leader sur son marché, etc. Et puis on s'aperçoit aussi que tout ce qui est lié dans l'environnement cuisine, ça fait, les gens participent, échangent, etc. Ça a été évidemment tiré aussi par les fêtes de fin d'année. Donc à la rigueur, je devrais vous dire aujourd'hui, les Papy Gourmand, Papy Gourmand qui sont les marques plutôt cuisine sont très fortes. Marie-France aussi, mais j'ai aucune inquiétude sur que les marques que l'on a et celles qu'on va pouvoir acquérir en 2014 vont continuer à nous faire grandir, quoi.
Lors du rachat de PGB, il y a tout un volet qu'on n'évoque pas trop, mais c'est que vous avez aussi gagné l'accès finalement aux caisses dans les hypermarchés, et ça représente des centaines de milliers de points de contact. En quoi est-ce que c'est stratégique pour votre groupe? Est-ce que vous allez créer des synergies avec vos autres marques médias, avec vos box, par rapport à finalement ces points de contact que vous avez acquis? Évidemment, enfin, faites l'exemple, la prochaine fois que vous allez dans un supermarché, que vous arrivez à la caisse avec votre caddie, que vous devez patienter pour pouvoir payer, vous avez des chewing-gums ou des magazines, beaucoup de gens prennent le magazine parce que ça, voilà, je suis en train de lire, et donc ça veut dire qu'on a vraiment un accès privilégié avec quelque part un lectorat ici. Maintenant, à nous de moderniser déjà les magazines. Il y a un énorme travail qui a été fait. Je vous encourage à aller regarder Vie pratique féminin, parce que enfin, vraiment, le travail a été très appréciable. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a tout un volet maintenant digital. Si on est capable de parler à la même personne avant qu'elle vienne dans le magasin et après aussi justement par le site web, etc., le contact va être très très fort. Et comment on s'assure que cette personne qu'on a touchée en magasin est également la personne, c'est le gros problème qu'on pose sur la data finalement, c'est réussir à syncrétiser, à réunir ces informations. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour suivre le parcours du consommateur? Dans le groupe Reworld, pour nous, il y a deux choses importantes. Les marques, j'en ai parlé, et l'autre sujet, c'est la data. La première acquisition qui a été faite dans le groupe Reworld, c'était une société qui avait des bases de données, parce que la data, c'est clé. On a plus de 20 millions d'adresses dans nos bases de données, qu'on connaît, c'est notre métier depuis longtemps, et en tout cas, moi, je connais bien ce métier du digital. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être capable, avec une adresse mail, qui est l'identifiant unique quelque part, de connaître à la fois le type d'information que la personne aime lire, le support sur lequel elle aime lire, où est-ce qu'elle se situe, et d'être capable de lui pousser de l'information en fonction de qui elle est. Quand vous connaissez bien ces informations, vous êtes capable de créer tout le dispositif, l'écosystème digital, presse, enfin, etc., médias, on va dire, pour parler avec cette personne, mais avec la bonne information à la bonne personne au bon moment, enfin, etc. etc. Ouais. Donc la data, c'est clé. C'est clé. Alors, Invité 824 demande, est-ce que finalement, vous n'attachez pas trop d'importance aux marques ? Eh bien, écoutez, c'est le pari en tout cas que l'on a fait. C'est votre pari. C'est notre pari. Je pense que les marques sont très importantes. Alors on en reparlera peut-être dans 3-4 ans. Je pense qu'on va vivre une transformation dans les groupes médias entre maintenant et dans les quelques années, comme on l'a connu dans le e-commerce, entre la VPC et des pure players de l'Internet, etc. On en reparlera dans quelques années, mais pour moi je suis persuadé qu'il va y avoir des groupes médias nouveaux qui vont se créer avec une approche différente. Et encore une fois, c'est plus facile de créer quelque chose de nouveau plutôt que d'essayer de transformer un modèle existant, etc. C'est long, c'est fastidieux, c'est compliqué. Et en tout cas, un groupe qui semble partager votre conviction, c'est Lagardère qui se déleste de 25 titres pour se consacrer justement aux marques les plus importantes. On évoque le nom de Reworld Media dans les rumeurs. Est-ce que... Alors, il y a beaucoup de questions d'internautes justement là-dessus. C'est pas 25, c'est 10. Oui, pardon. Oui, non, mais c'est pas de problème. Donc, ils ça veut ont dire... reçu 25 offres de reprise, c'est vrai. Pardon, je me suis embrouillé. Alors, bon, ça je peux pas... Enfin, j'en sais rien. Donc, oui, ça nous intéresse. Il y a des marques aujourd'hui qu'on aime beaucoup dans le cadre du groupe qui ferait sens dans Reworld Media. Lesquelles, on regarde. Enfin, tout le monde, enfin, si vous prenez les marques, à la fois les magazines déco, Psychologie ou Bi, voilà, c'est des marques qui aujourd'hui, il y a une évidence avec ce que l'on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des marques qui sont ACD. Quelles conditions doit réunir aujourd'hui un titre pour vous intéresser? On a bien compris qu'il fallait que ce soit une marque relativement forte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, titre, marque. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des marques. Je vais rester sur ce qu'on a fait, c'est-à-dire Marie-France. À n'importe qui, je peux parler de Marie-France, on va dire, ah, mais je connais. Et donc, c'est ça, voilà, il y a une vraie valeur de marque. Une puissance de marque. Je reviens sur l'idée de data. Léopold demande, le risque du rachat de data n'est-il pas de surcharger l'internaute de promotion? Et non, justement, bien au contraire. À partir du moment où je connais bien la personne, je vais pouvoir lui dire et lui parler avec les sujets qui l'intéressent. On en a tous marre de recevoir 20 ou 50 newsletters par jour. D'ailleurs, on se désabonne sans arrêt. Par contre, si je suis capable de recevoir juste les quelques petites informations qui m'intéressent, alors là, je passe dans la catégorie du passionné. Et moi, j'aime bien le sport. Si demain, vous m'envoyez une info par jour sur, je ne sais pas, quel tournoi de tennis, je vais le lire parce que j'aime bien ça. C'est effectivement l'aspect le plus vertueux qui est présenté par les acteurs du marché, mais c'est malheureusement pas toujours la réalité, notamment par exemple quand on voit sur le retargeting, qui est une des pratiques les plus courantes là-dessus, on voit que typiquement les retargeteurs ne limitent jamais le nombre de diffusions alors qu'ils pourraient très bien le faire. Par exemple, moi je vais chercher un e-commerçant, je vais pouvoir recevoir genre l'espace d'une heure une dizaine de bannières à cet e-commerçant, ce qui au final conduit à du harcèlement quand même. Après je suis d'accord, il faut mettre en place des cercles vertueux, mais quand même. Je comprends ça. Il n'y a pas de bannière chez nous. Voilà la réponse. Si ensuite, je reste sur le programme de newsletter, sur le programme newsletter, encore une fois, c'est d'être capable de diffuser, programme newsletter, application mobile, etc., de diffuser de façon correcte, c'est-à-dire pas sans arrêt, l'information pertinente à la bonne personne. Pas trop, juste ce qu'il faut.
Et là, il faut arriver à jauger ça. Un autre élément qui est important sur les newsletters, je crois qu'il ne faut jamais vendre sa base de données. Il faut arrêter de dire j'ai vendu mon adresse mail à quelqu'un d'autre et la marque A vous parle lundi, la marque B le mercredi. À un moment, vous dites bon, j'en ai marre, tout le monde me parle. Là aussi, la valeur de la marque est importante. Dans nos programmes newsletters, si je reste sur le cas de Marie-France, c'est Marie-France vous parle, mais c'est même Marie-France Beauté vous parle, Marie-France Mode vous parle, mais il n'y a que Marie-France. Si maintenant on va contextualiser ou parler d'une marque, c'est nous qui avons la main sur l'éditorial et c'est nous qui allons parler avec nos mots, avec nos valeurs, avec nos convictions de ce qui se passe sur le marché. Mais en aucun cas, on va sortir cette data et permettre à d'autres de vous parler. Je vous connais, mais je vous respecte. Donc ça veut dire que je ne donnerai que l'information qui vous intéresse. Et ça crée un lien fort. Et ce qui nous permet en fait d'avoir évidemment des taux d'ouverture très forts sur nos programmes et de faire un véritable lien. Le lecteur, il se sent protégé quelque part. D'accord. Georges demande, les réseaux sociaux entrent-ils dans votre stratégie ? Oui, pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est relativement actif, mais encore une fois, vous gérez des priorités. Donc à partir du moment où vous allez pousser des marques sur l'ensemble des supports, bah, vous regardez aujourd'hui les plus urgents, ceux dans lesquels il y a le plus de poids, où est-ce qu'on peut apporter de la valeur ajoutée, etc. Et donc nous, en tout cas moi je fais souvent l'arbitrage, de dire bah, quelles sont les priorités. Alors, vous offrez également des solutions innovantes aux marques. Je pense à Chanel, par exemple, pour qui vous avez lancé la saga Chanel sur le site de Marie-France. Donc, c'est un site internet conçu comme celui de Marie-France, mais dédié à Chanel. Est-ce que vous pensez décliner ça avec d'autres marques? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette proposition? Alors là, il y a un marché aussi qui est tout intéressant. Alors, on a commencé ce marché, alors, je ne parle pas que pour Reworld, mais de façon générale, on parle beaucoup de brand content. C'est bien, c'est une première approche. On va chercher simplement à valoriser des marques. Alors, valoriser, c'est bien. Ensuite, il faut les scénariser. Parce que s'il s'agit de dire je crée du contenu pour le compte de tiers, c'est bien, c'est une première étape. La bonne étape, c'est être capable de scénariser ça dans le temps. Parce que si on veut faire passer des messages, des vraies valeurs d'une marque, ou des nouveaux produits, enfin, etc., il faut prendre un peu de temps et c'est la répétition qui le joue. Il faut jouer sur les différents formats. Donc en fait, on devient quasiment des cinéastes. Il faut faire une histoire. Et c'est ça qui est important. Donc moi, je crois beaucoup au brand content, mais aussi à la scénarisation du content. En l'occurrence, Chanel, c'est une opération qui est sur amenée plusieurs à être mois, conduite, où le contenu change, l'histoire change, et c'est un échange entre eux et à la fois nous. Et pour le coup, ça valorise réellement une marque. C'est les équipes dédiées qui font ça ou c'est vraiment les équipes édito de Marie-France par Alors, exemple? c'est l'équipe éditoriale, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand on parle d'inventer des groupes médias nouveaux, je veux dire, eh bien, l'éditorial est totalement fusionné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrit sur un sujet pour une marque, on doit être capable d'écrire sur n'importe lequel de support. Donc c'est totalement fusionné. Et je vais même plus loin, je pense même que les régies et la rédaction doivent être fusionnées. Alors tout le monde me dit mais c'est incroyable de dire ça. C'est simplement pour dire que, c'est pas pour dire que le produit est bien, mais qui va être capable d'aller scénariser une marque? Eh bien c'est plutôt la partie production de contenu, c'est-à-dire l'éditorial, la rédac. Après, il faut juste que la relation elle soit correcte et on n'est pas là pour mettre en avant, etc. Il faut juste raconter notre métier, c'est de raconter, d'expliquer, mais encore une fois avec nos mots et notre point de vue. On a notre liberté d'expression. J'entends bien ce point de vue. Le souci, c'est qu'imaginons qu'un journaliste est dédié à l'opération Chanel, derrière, s'il va parler d'Hermès ou d'une autre marque de luxe, forcément son discours pourrait être biaisé. En tout cas, ce sera nécessairement la perception de l'internaute et du lecteur. Alors ça, c'est la qualité justement du journaliste, d'être capable de donner son point de vue. Et je pense encore une fois que cette liberté aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on va porter des marques, on va porter nous aussi, on a nos propres marques, nos propres valeurs, on n'aime pas, etc. C'est notre ton. Voilà, il y a une ligne éditoriale Marie-France, vous aurez une ligne éditoriale Gourmand, etc. Et ça, on le respecte parce que, encore une fois, ce qui est très important, c'est que le lectorat aime de l'engagement. On a le droit de dire qu'on n'aime pas ou qu'on aime, etc. C'est ça qui est important, c'est notre ton. Il n'y a pas de conflit d'intérêt pour vous entre ces deux aspects-là? Mais c'est très important, encore une fois, parce que ce que vous devez protéger, c'est votre lectorat. Votre lectorat, il aime avoir des engagements, des convictions. Après, c'est nos convictions. Tout le monde n'est pas censé les partager, mais c'est les nôtres. D'accord. Alors, vous parliez de newsletter tout à l'heure. Lauriane demande, vous avez dit que la force du groupe est la newsletter. Comment vivez-vous le fait que Google ait créé des onglets spéciaux pour la promotion des marques dans ses boîtes mail? Cela est-il néfaste pour votre business model? Alors ça, c'est vrai que, on rentre sur les sujets techniques, ça c'est vrai pour ceux qui utilisent l'interface Gmail, mais ce n'est pas vrai pour les autres. Ceci dit, encore une fois, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? On est tous en train, à titre personnel, dans notre boîte mail, qui est quand même un peu notre carrefour d'audience à tous aujourd'hui, c'est notre boîte mail, parce que c'est là où on est le plus souvent en contact, il y a plus souvent de choses. On se désabonne sans arrêt des choses qui ne nous intéressent pas, et on se rend compte qu'au milieu des mails que l'on reçoit de gens qu'on connaît, il y a quelques mails sur lesquels on est abonné, mais c'est nos sujets. Dès l'instant où vous respectez une périodicité, on envoie à la même heure, etc., les gens ils s'abonnent et ils attendent ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que tous les mails qui sont envoyés non sollicités, on va dire, oui, ceux-là, en effet, ils vont passer à l'as. Je partage l'avis de Pascal, je fais un peu d'autopromo, mais j'avais fait un papier là-dessus, et justement, ça montrait que les taux de clics et les taux de lecture avaient été améliorés à l'issue de
de cette innovation parce que les gens ont plus de temps et ça a même limité le taux d'atterrissage en spam. Ouais, mais là aussi, ça veut dire que les groupes médias, on doit aussi aller au bout. Tout à l'heure, je vous disais, il faut aller très fort dans nos convictions. Le simple fait d'avoir dit, il n'y aura pas de bandeau. C'est pas facile de dire ça, on l'a fait. Sur l'utilisateur, de dire, en aucun cas, on va vendre nos bases de données. Ah bah oui, évidemment, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est beaucoup d'argent. Oui, mais c'est pas grave. Encore une fois, dans Reworld Media, on a une stratégie, on a un peu de visibilité, on est sur un plan 3-5 ans. Donc on veut faire les choses bien, on ne va pas faire les choses à court terme. Parce que si c'est pour dire, je collecte des bases, je veux faire quelque chose de quali, mais de temps en temps, je fais un peu de chiffre d'affaires rapidement, bah, évidemment, le lectorat ne va pas trouver ça bien, il va partir. Et voilà, il faut assumer nos différences. Et nos différences, on l'assume. Vous parliez d'un plan 3-5 ans. Justement, votre objectif pour 2016, c'est d'atteindre les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 50% à l'international. Comment vous comptez y parvenir? Alors ça, c'est le travers des entrepreneurs. À chaque fois qu'on fait un projet, on se dit le prochain sera plus gros. Alors pour ma part, en tout cas, le précédent projet a fini à 150 millions d'euros coté. Donc celui-là, je me dis, il faut faire mieux. Donc voilà. Alors ça, c'est le premier élément. L'autre élément, en fait, c'est que le marché des médias, il est passionnant. Et c'est un marché gigantesque, mais qui est en transformation avec des vrais modèles de rupture. Si on veut vraiment exister dans ce marché des médias, il faut tout de suite être très gros. Je pense sincèrement qu'à partir de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est dans la place. Et 300 millions d'euros, c'est vraiment significatif pour faire partie de l'écosystème. Pardon. Capitalistiquement, on évoque l'arrivée de fonds d'investissement asiatiques justement pour vous permettre d'attaquer ce marche-là. Ah, vous êtes bien informé. C'est des rumeurs ou... Alors vous êtes bien informé. En tout cas, est-ce que vous cherchez des investisseurs? Vous pensez qu'une augmentation de capital, une levée, va vous permettre d'asseoir ce développement que vous mentionnez? Bon, alors, je vais vous le confirmer quand même, ça c'est une news que je vous donne, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui le groupe est présent en Europe et en Asie. Il est évident, moi je connais bien le marché en Asie, il y a beaucoup de croissance, etc. Donc oui, on va faire rentrer un fonds asiatique au capital de la société, aux côtés de fonds historiques, Ininvest, Truffle, des gens avec qui on se connaît depuis assez longtemps, et surtout les dirigeants. Et ce serait à quelle hauteur? Alors ça, non, on n'ira pas jusque-là. Voilà. C'est déjà bien, on a déjà une confirmation. Alors, quelle est votre stratégie justement pour ces pays? Parce qu'on parle beaucoup de la Chine et du Brésil justement pour développer votre activité. Alors pour nous, ça sera, en premier temps, ça va être d'abord l'Asie du Sud-Est sur le marché asiatique, avant la Chine, pour plusieurs raisons. Si vous prenez en termes de marché, de volume d'internautes, etc., vous pouvez dire que l'Asie du Sud-Est, de Singapour et tous les pays d'Asie du Sud-Est et la Chine, vous êtes sur deux bassins qui font à peu près 500 millions d'internautes, à peu près. L'Asie du Sud-Est est un peu plus facile parce que déjà, c'est plus facile d'y rentrer, il y a moins de protection, etc. Pour être média en Chine, pour exister, il faut avoir des licences un peu plus compliquées. Et il y a aussi le problème de la langue. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, sur l'Asie du Sud-Est, partir avec un média en anglais. Il faudra faire des choses localisées, mais c'est plus facile. Ça, je vous le dis d'expérience. Donc on est déjà présent en Asie, notamment des marques comme Marie-France. Pour le coup, là, on a un vrai avantage, que Marie-France Asia, vous pourrez voir le site. Quand vous avez un site qui s'appelle Marie-France, tout le monde vous dit « Ah, c'est génial ce que vous faites », sans avoir été voir ce qu'on fait réellement, mais la marque est belle. Pour ce qui est de l'Amérique latine, oui, le Brésil, c'est un sujet. Mais c'est d'abord l'Asie et on verra l'Amérique latine plus tard. D'accord. Et l'Amérique latine, ce serait via une équipe locale ou de la traduction de contenu des gens français ou... On a vu BuzzFeed se lancer en France avec une appli de traduction qui s'appelle Duolingo. Quel serait votre modèle de développement? Alors, encore une fois, nous, on est dans un univers assez particulier qui est la presse féminine. Il faut faire des choses de qualité. Donc, c'est forcément une équipe locale. Et il y a forcément, par contre, une influence éditoriale de la rédaction française. Si je prends l'exemple de Marie-France Asia, c'est sous l'influence de Sylvie Metzeler, qui est la patronne de toutes les rédactions. Mais c'est une équipe locale qui va produire du contenu. D'accord. Parce qu'il faut quand même s'adapter. Bien sûr. Alors, une question d'Antoine à laquelle vous avez partiellement répondu avec Marie-France Asia. Comment sont perçues vos marques à l'étranger? Lesquelles plaisent le plus? Bon, c'est un peu trop tôt pour dire ça parce qu'on n'a qu'un an d'existence, mais fatalement, je vais vous dire que Marie-France, la marque est belle, mais c'est un peu particulier parce qu'il y a le mot France dedans, donc voilà, mais on en reparlera dans un an. Il n'y a pas assez de retour d'expérience sur les autres marques aujourd'hui. Les marques du groupe PGP, je ne sais absolument pas si c'est déjà le cas, mais elles ont vocation à développer à l'international? Oui, notamment sur la partie Gourmand Papy. Alors je ne sais pas si on va développer avec Gourmand Papy, mais oui, ce sujet-là est très important sur l'Asie. Alors une dernière question peut-être d'invité 824 qui demande est-ce que vous auriez aimé racheter le Nouvel Obs? Voilà, encore une fois, je pense que l'environnement des médias est en pleine restructuration, mais je pense que pour être bon, il faut se focaliser. Donc nous, on a démarré dans l'univers féminin, dans l'univers beauté, mode, etc. On va déjà consolider. Je trouve que si on veut aller sur un autre marché, là c'est le marché plutôt de la news, etc., on n'est pas fort, on n'a pas de crédibilité, on n'a pas de légitimité. C'est beaucoup plus pertinent que ce soit fait par l'équipe de Xavier Niel, Pierre Berger, les actionnaires du monde. C'est cohérent. Voilà. À ce titre-là, votre modèle de développement, c'est Fimalac ou pas?
finalement, qui est aussi le gros groupe qui s'est développé via énormément d'acquisitions. Ce qu'ils font, c'est super. Enfin, pour le coup, j'adore l'équipe de Webedia, c'est des entrepreneurs, c'est super ce qu'ils font. C'est un très beau modèle. Il y a quelques projets comme ça qui sont intéressants. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Pascal Chevalier d'avoir répondu à nos questions ainsi qu'à celles des internautes. Nicolas, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir été si nombreux à poser vos questions. Il vous reste donc une semaine pour réfléchir à celles que vous poserez à notre prochain invité. Ce sera Olivier Abécassi, directeur général de ITF1. À la semaine prochaine.